Et a priori, on est connecté. Je vois que gentiment les gens arrivent. 16, 17. J'attends un petit moment. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à l'Innovo Web Connect sur les ventes. On attend que les gens se connectent, ça arrive. On est déjà 29. Alors, je vois pas tout le monde, évidemment. 31 personnes. On va attendre un petit moment, donner le temps à chacun de se connecter. Alors, si je vous regarde pas, c'est parce que j'ai ma présentation qui est sur la droite, donc c'est pour ça. Mais 32 personnes. Alors, c'est la première fois que je fais ça. J'avoue que ça fait un petit peu drôle parce qu'on parle à 30 personnes sans les voir. Mais 35. Je donne encore une dizaine de secondes à chacun pour se connecter. Et puis, on va démarrer. Allez, encore une quarantaine. 40, excellent. On a 53 inscrits. Si on est plus que 50, c'est bingo. Bien. Ben écoutez, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on démarre et je vous accueille tous et je vous souhaite la bienvenue sur notre Innovo Connect du jour. Innovo Web Connect du 15 avril qui va adresser la question très importante de la vente des produits technologiques générale, mais en particulier la vente de ces produits pendant une période de confinement. Et donc, avant toute chose, eh bien, je tiens à présenter les personnes qui sont ici présentes et qui nous accompagnent. Et donc, alors, je ne sais pas, on a un ordre, mais honneur aux dames. Donc, j'ai deux collègues qui nous accompagnent. Donc, il s'agit de Roselyne Normand, qui s'occupe chez Innovo de la partie communication, organisation des événements. Et puis Caroline, qui, elle, s'occupe de plein de choses, notamment des scale-up et aussi des entreprises, de l'accompagnement, qui est notre spécialiste Zoom et qui est là pour nous soutenir en cas de problème. Et puis, on a nos deux orateurs que vous entendrez plus précisément tout à l'heure, qui sont Yves Steinmann de la société j'ai un petit trou, excusez-moi. Sales Generator Plus, voilà. Et puis Jean de Wolf, qui se présente aujourd'hui sous le label Platine, qui en a d'autres, qui a aussi son entreprise de conseil et qui vous parlera de lui et de son travail tout à l'heure. Je profite de 42 personnes connectées pour vous présenter un ou deux points d'information générale parce que je pense que c'est une bonne opportunité de vous avoir connecté avec nous. Tout d'abord, pour vous dire qu'il y a quelques jours, et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment vrai, Innovo et le Dev ont validé leur fusion et qu'à partir d'aujourd'hui, et dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons construire un nouveau Innovo qui va combiner la partie qui concerne le soutien à l'innovation technologique, qui est le Innovo que vous connaissiez, et la partie de la promotion économique exogène qui s'occupait d'accompagner les entreprises internationales qui viennent s'installer dans le canton de Vaud. Et cette quinzaine de personnes maintenant regroupées qui va s'appeler Innovo, va s'occuper de toutes ces activités-là. Et donc, si vous nous suivez dans les jours, les semaines à venir, vous en apprendrez plus et certainement qu'il y aura des choses très intéressantes. Deuxième information importante pour vous tous, Innovo est opérationnel, on est totalement disponible pendant cette période un petit peu particulière de confinement. On organise des rencontres d'entreprise, évidemment en mode digital. On fait des conseils, on fait de la mise en relation, on organise des web connect, on met en place du coaching, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont en route, qui sont en place. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous demander du soutien. On est là pour vous aider, pour vous accompagner.
Je profite également de ce petit moment de parole pour vous présenter deux offres ou deux activités un peu plus en détail. La première, bah, c'est surtout vous informer qu'on a une page dédiée qui s'appelle Info Covid-19, que vous retrouverez en lien sur la présentation que vous recevrez tous par la suite. Sur cette page, nous regroupons des liens, des informations, des connexions vers des sites qui sont extrêmement importants pour vous. Et donc, ça peut être pour vous un point de repère, une porte d'entrée si vous avez des besoins et des questions. Le deuxième point que j'aimerais vous présenter, c'est un soutien qu'on a mis spécialement en place pour les entreprises accompagnées par Innovo dans cette période de Covid, qui s'appelle Soutien ponctuel de coachs et de spécialistes. Donc, on est vraiment parti du principe que toutes les décisions de demain, c'est-à-dire de la reprise qui va arriver certainement, eh bien, c'est des décisions qui se prennent aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des questions qui se posent. Alors, il y a des questions pratiques, il peut y avoir des questions organisationnelles, il peut y avoir des questions qui vont un petit peu dans tous les sens. Et donc, on offre l'accès à des spécialistes et des coachs, 2 sessions de 2 heures qui sont financées par Innovo pour que vous puissiez rentrer en contact avec des spécialistes, avec des coachs. Et donc, vous trouverez également le lien vers la page web qui présente ces aides et le lien vers la liste complète des compétences proposées sur notre site Internet. Et bien évidemment que si ces heures de coaching ou de conseil sont éligibles et peuvent aboutir à un soutien coaching plus conséquent type platine, bien évidemment qu'on le mettra en place et qu'on le fera. Voilà, bien, on va quand même finalement entrer dans le vif du sujet, la vente de produits technologiques en période de Covid-19. Donc, en fait, on était parti de l'idée de faire un Innovo Connect normal, traditionnel, de 5 à 7, pour adresser cette question. On avait pas mal d'inscrits, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont parmi vous. Et malheureusement, pour des questions de circonstances, on a dû annuler cet événement. Mais on a pensé que c'était malgré tout intéressant de le maintenir, de le shaper ou de le modifier un tout petit peu par rapport aux conditions actuelles. Et c'est pourquoi nous organisons aujourd'hui ce tout premier Innovo Web Connect qui, j'espère, sera le premier d'une longue série. Donc, on avait quelques phrases clés que l'on avait mis sur le papier. Et donc, voilà, la vente, évidemment, l'argent qui provient des ventes, c'est le meilleur argent possible. Peut-être davantage dans les entreprises technologiques que dans les autres, cette activité de vente est un peu sous-estimée et souvent c'est le CEO ou peut-être un ingénieur, comme j'avais marqué, qui s'y colle. La vente, c'est un métier, la vente, c'est une tactique, c'est même plus que ça. Et donc, je pense que c'était important d'adresser cette question et d'essayer de vous présenter. Alors, évidemment qu'on ne va pas aborder une thématique comme chaque fois, on le fait de façon très, très profonde en quelques 40-50 minutes. Mais c'est peut-être vous donner quelques flashs, quelques opportunités de réflexion et d'action sur cette thématique-là. Et donc, je vais directement donner la parole à Jean de Wolf en lui donnant en même temps le contrôle et lui permettant de parler. Et Jean, je te remercie en tout cas d'être présent et on se réjouit de t'entendre. Merci Jean-Michel. Est-ce que tout le monde m'entend bien, j'imagine? Sinon, donc, pouce levé de Jean-Michel veut dire c'est bon. Je vais être assez bref aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de faire un cours sur la vente. L'objectif, c'est d'expliquer qu'est-ce qui est faisable dans cette situation très particulière que nous vivons maintenant et qu'est-ce qu'il est illusoire également d'essayer de faire. L'idée est également d'essayer de regarder si on fait quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Alors, je passe au slide suivant. Tu m'as donné la main, hein, Jean-Michel. Malheureusement, ça ne bouge pas. Peut-être que tu peux… Ah oui, je n'y arrive pas. Bah, fais-le toi, bouge le slide. Voilà. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment conserver la ligne tendue avec vos clients. Ce n'est pas
comment leur vendre plus. C'est pas comment leur vendre quelque chose que je leur ai jamais vendu. Le but, c'est vraiment d'essayer de garder quelque chose au chaud pour que lorsque la situation se sera améliorée, on va pouvoir le reprendre le plus rapidement possible et surtout ne pas perdre le momentum qu'on avait avant. Jean-Michel, tu peux rappuyer. Merci. Alors, à ce stade, j'ai reçu je suis sûr que vous en avez reçu aussi un certain nombre de mails de gens avec qui je travaille, de sociétés avec qui je travaille. Voilà un exemple type. Et je voulais un petit peu vous sonder, peut-être en utilisant la possibilité de converser qui est donnée par Zoom, sur qu'est-ce que vous pensez de ce mail. Est-ce qu'il a des chances de servir à quelque chose? Est-ce qu'il a des chances d'atteindre son objectif? Alors, j'attends un tout petit peu pour voir s'il y a des gens qui donnent leur feedback. À titre personnel, j'en ai reçu probablement pas loin d'une dizaine de mails qui ont à peu près toutes ce goût-là. Alors, vous avez toujours la possibilité de soumettre des questions ou de donner des réponses à travers cette page-là, hein. Donc, c'est Exactement. Q&A, questions et réponses. C'est ouvert. Actuellement, on n'a pas de Alors, réponses si ou on de va… remarques. Deux participants ont levé la main. OK. Alors, si quelqu'un veut intervenir, essayez de le faire à travers le chat, donc cette possibilité de converser, qu'on puisse. Voilà. Attendez. Ça semble être une arnaque, premier commentaire. Intéressant. On est tout de suite… Alors que c'est un mail d'une société que je connais, qui a pignon sur rue, qui s'est dit en le faisant, je fais quelque chose de bien, c'est-à-dire je vais envoyer quelque chose. Pas assez personnalisé, opportuniste, ça dépend du timing. Donc là, on voit bien à votre feedback que ce genre de mail a relativement peu de chances d'arriver à un résultat positif. Je propose de passer au slide suivant. Merci pour ceux qui ont donné leur feedback. Voilà. Clairement, ce mail, il y manque l'élément humain. Jean-Michel, tu peux… Voilà. C'est un message qui est vendeur, en fait, mais très, très impersonnel. C'est un message qui parle de solutions à des problèmes qui sont perçus de la part du vendeur, mais pas forcément de ceux de son client. Et effectivement, comme il a été dit, ça semble une tentative de récupération de la crise, carrément une arnaque. Mais je vous jure que la personne qui a fait ce mail ne s'est pas dit ça. La personne qui a fait ce mail s'est dit en bonne intelligence, il faut que je garde le contact avec mes clients, il faut que je leur envoie quelque chose pour leur montrer que je suis là, et éventuellement, il faut même que j'essaye d'avancer sur un nouveau dossier, ça a l'air vendeur, le côté vente digitale, vous vendiez par digital, maintenant venez le faire, etc. L'intention était clairement bonne, et malheureusement, l'objectif n'a certainement pas été atteint, l'objectif était certainement trop ambitieux, et puis surtout la manière était complètement à côté de la plaque. Mais des mails comme ça, il en a été envoyé beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la chose à éviter. C'est plus négatif, il vaut mieux rien faire que de faire quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si ceci ne marche pas? La situation de crise, solution de crise. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Soit les gens souffrent parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'ils n'ont pas assez de commandes, pas assez de clients, qu'ils ont des angoisses. Mais ce qui est certain, c'est que les gens ont peu de disponibilité pour écouter ou bien pour lire des choses. Donc, ça ne sert à rien de les déranger si ce n'est pas quelque chose de vraiment très, très personnalisé qui a des chances d'être reçu. L'objectif raisonnable dans cette situation de crise, c'est d'essayer de trouver des points communs personnels à partager avec nos clients. Si on n'en trouve pas, il vaut mieux rien faire. Ces points communs, c'est typiquement une situation personnelle, professionnelle difficile qu'on peut partager, des activités possibles pendant le confinement, qu'est-ce que nos clients font pendant qu'ils sont confinés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que ça a comme impact sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle, sur leur situation financière, comment est-ce qu'eux-mêmes traitent leurs propres clients et quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs anxiétés. Évidemment, ce n'est pas en envoyant un mail qu'on va être capable d'obtenir ce genre de résultats. Et ça, c'est un objectif raisonnable, c'est d'essayer de créer ce lien autour de ces aspects-là à travers un client, avec un client. Jean-Michel, tu peux appuyer? Ouais. Donc, la formule gagnante à ce stade,
est de faire parler ses clients, entrer en contact avec eux, de les faire parler, de discuter de tout sauf de la vente, paradoxalement, alors qu'on est bien dans le processus de vente. On n'est pas là pour faire du social, on est bien dans le processus de vente et l'objectif, pour pouvoir justement reprendre le plus rapidement possible le processus de vente dans les meilleures conditions possibles, c'est de créer ce pont personnel avec les gens. Au final, de faire parler les gens et de les écouter avec empathie. C'est à peu près tout ce qu'on peut raisonnablement essayer de faire en l'état. Essayer d'en faire plus quand on a des gens qui n'ont, comme on l'a vu, peu de disponibilité, soit parce qu'ils ont trop, soit parce qu'ils n'ont pas assez, est assez difficile. Slide suivant. À ce titre, le mail, c'est l'ennemi d'une bonne communication avec un client qu'on ne connaît pas bien. Le meilleur moyen quand on ne connaît pas ou peu ou pas bien son client, ça reste le téléphone, même si c'est intrusif. Il vaut mieux un téléphone court avec quelqu'un pour essayer d'atteindre cet objectif qu'on a vu avant, qu'essayer d'envoyer des mails extrêmement bien tournés, extrêmement intelligemment formulés pour obtenir un résultat. Et un téléphone court, c'est quelque chose du style « Bonjour, est-ce que je vous contacte à un bon moment ?» Essayer de s'enquérir comment la personne va, comment est-ce qu'elle arrive à gérer sa situation, dans quel état émotionnel elle se trouve. Il ne faut pas hésiter de parler de ses propres difficultés aussi à ce stade. Paradoxalement, les gens ont plus d'écoute pour les difficultés personnelles des autres que pour leur pitch de vente en l'état actuel. J'ai vu la question de Florent, j'y reviendrai. Et puis, essayer de se lier avec ses clients nous permettra de consolider les relations quand ça redémarre. Donc, Florent nous demande ici, que recommandez-vous pour obtenir les numéros de vos prospects? Alors, si on ne les a pas, effectivement, dans cette phase-là, c'est le bon vieux travail à travers la centrale d'une entreprise, si elle existe, si c'est une entreprise structurée avec une centrale téléphonique, c'est le barrage de la secrétaire ou du secrétaire ou de la réceptionniste ou du réceptionniste. Donc ça, c'est effectivement quelque chose, si on ne l'a pas pratiqué avant cette phase-là, je ne suis pas convaincu qu'on va devenir extrêmement bon à le faire maintenant. Les bureaux sont fermés, mais pas tous. Sinon, l'autre moyen de contacter les gens, c'est d'essayer, si on n'a pas déjà un contact avec eux, c'est d'essayer par des gens qui les connaissent. De voir sur LinkedIn, est-ce que je connais quelqu'un qui connaît, est-ce que je peux me faire recommander auprès de quelqu'un pour entrer en contact. Et ça, évidemment, la manière de se faire recommander, c'est par un message. Ça, c'est clair. Mais de nouveau, un message très personnel et un message qui parle beaucoup de la situation personnelle des gens et pas trop de la science et de la technologie qu'on a envie de proposer. Donc, en résumé, en cette phase-là, essayez de garder le lien à travers des téléphones courts et brefs, des échanges de messages courts et brefs, très personnels, très ciblés sur la personne. Et puis, si jamais ces clients ont un besoin de vente ou d'acheter quelque chose, ils seront capables de le formuler par eux-mêmes. Essayez de leur imposer en l'état n'est pas raisonnable. Dans 2 mois, si on essaie de le faire, dans 2 mois, on risque de le payer. On passe au slide suivant. Alors, comme je disais, à défaut d'un téléphone, un message empathique et personnel reste utile. Donc, un message empathique et personnel, qu'est-ce que c'est? C'est comment allez-vous? C'est j'ai pensé à vous en cette situation compliquée. J'ai eu une idée pour vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? C'est pas plus que ça à ce stade. Essayez d'enfiler une information sur la dernière version du produit qu'on a, etc. Ce n'est pas le bon moment pour le faire. Il y avait une question qui est arrivée, un commentaire. Quel est le lifestyle stage des prospects dont vous parlez? Contacter quelqu'un qui ne nous connaît pas et lui demander comment il va. Je suis d'accord. En l'état, contacter des prospects qui ne nous connaissent pas, ils n'ont actuellement rien d'intéressant envers nous. Ils ont, comme je l'ai dit avant, peu de temps, voire
pas de temps, s'ils sont surchargés parce qu'ils ont plus de travail dû à la situation spéciale du Covid, ou alors s'ils ont du temps, mais ils ont des angoisses et ils n'ont pas assez de clients eux-mêmes, ils vont être stressés, ils ne seront pas dans une situation assez bonne de réception. Donc, ma recommandation à cette phase-là, c'est probablement de ne pas trop en faire pour ne pas trop griller avec des messages qui sentent la récupération, des prospects intéressants pour la phase suivante. Donc, moi, je parle évidemment ici d'essayer de garder le lien avec des gens avec lesquels on est déjà entré en relation et on a en tout cas passé la phase de qualification de leurs besoins. J'espère avoir répondu aux questions. On arrive un petit peu au bout de la présentation. Jean-Michel, tu peux passer. Oui. Alors, écoute, attends, Roselyne aussi activée. Oui, donc là, il y a eu deux autres questions qui sont venues pendant ta présentation. Une, c'est de Jean-Pierre Biraud. Nous vendons des machines au grand export via des agents ou distributeurs, surtout en Asie, mais peu de contact direct avec le client. Alors, après, la même personne dit merci. Et il demandait si tu allais aborder l'aspect international pendant ta présentation. Alors, évidemment que les situations de confinement sont différentes d'un pays à l'autre et les situations d'activité sont différentes d'un pays à l'autre. Là, évidemment, je me suis focalisé sur ce qu'on vit ici. Mais ce qui est déterminant ici, c'est de se demander, est-ce que mes clients ont la disponibilité pour entrer dans une discussion et pour faire avancer un processus de vente? Et s'ils ne l'ont pas, pour une raison X ou Y, on risque de faire plus de mal à essayer d'insister pour le faire dans la phase actuelle que de bien. Donc, il vaut mieux parfois prendre un pas de recul, garder le contact, comme je dis, donc ne pas disparaître, mais bien garder le contact et se focaliser sur l'aspect humain des gens dans cette phase-là pour mieux pouvoir reprendre après la partie développement des affaires. Et puis, on a une nouvelle question de José-Manuel Feijó. Nos patients, clients sont en grande majorité des personnes âgées, patients à risque Covid. Nous avons pris cette période comme l'occasion de faire une enquête d'utilisation de notre produit afin non pas de leur vendre les versions suivantes, mais pour avoir du feedback et améliorer notre traitement. Qu'en pensez-vous? Les contacts se font toujours par téléphone avec nos patients. Merci, José. Je pense que là, le risque, c'est que ça ait l'air d'être de la récupération. Donc, il faut vraiment le présenter sous l'angle amélioration de la santé publique et vraiment insister là-dessus pour que ça soit bien compris. Je pense que si ça c'est fait et que c'est bien compris, c'est au contraire une période favorable pour le faire, parce que les gens seront plutôt positivement orientés face à ça, avec ce petit risque que ça sente la récupération. Et puis il y en avait une. Ce qui est intéressant avec la récupération, c'est que je pense que si je vous avais montré le même mail il y a 3 mois, avant la période de Covid, et que je vous avais demandé ce que vous en pensez, je ne suis pas convaincu que les messages que vous avez émis auraient été aussi, entre guillemets, durs avec ceci. Donc, on est bien dans une situation particulière où les réactions sont exacerbées, soit plus violentes dans un sens, soit dans l'autre. Il y avait une autre question, mais tu y as répondu entre-temps. Mais là, j'en vois deux. Que recommandez-vous pour obtenir les numéros de vos prospects? Ah oui, ça s'était répondu. Donc là, c'est vraiment de se faire recommander par des gens qui éventuellement connaissent les gens. Aller faire de la recherche sur LinkedIn pour voir qui connaît qui, est-ce que je connais des gens qui connaissent, etc. Pour essayer d'obtenir des informations sur les gens auxquels je ne peux pas accéder dans cette phase. Donc, c'est plutôt faire un travail de recherchiste documentaliste que de faire un travail de vendeur. Je crois que la dernière, tu avais répondu que tu vois dans la conversation. Quel est le life cycle stage des prospects dont vous parlez? Car contacter quelqu'un qui ne nous connaît pas en lui demandant comment il va, quelle est l'attitude à adopter vis-à-vis de ces personnes-là alors en cette période? Alors, si quelqu'un ne nous connaît pas et qu'on n'arrive pas à être recommandé, franchement, à ce stade, il vaut mieux peut-être ne pas entreprendre ces démarches. À mon avis, elles sont plutôt vouées à l'échec et risquent d'être effectivement comprises mal. Donc, moi, je me concentrerai sur les gens avec qui on a déjà passé le stade de la qualification
et pas les gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Cool. OK. Bon. Écoute, merci Jean. Il y aura peut-être des nouvelles questions tout à l'heure. Et puis, je suis, comme vous voyez, pas encore un expert. De temps en temps, j'ouvre des fenêtres sur la présentation. Je pense Et d'ailleurs merci Roselyne pour transcrire les questions. qu'il faudrait que je fasse autrement. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Extra. Eh bien, on va passer à la présentation suivante. Donc, Yves, à qui je donne la parole et à qui j'essaye de donner le contrôle à distance. On verra si ça va mieux. Voilà, Bonjour théoriquement. à tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Oui, Parfait. Écoutez, j'ai le plaisir aussi d'avoir partagé il y a 2 semaines en arrière quelques discussions avec Jean de Wolf, donc il y aura peut-être des choses qui se recoupent. Moi, je suis issu d'un monde pratico-pratique. Comme vous pouvez le voir, ça fait plus de 30 ans que cette générateur existe. Nous ne sommes pas formateurs de vente, donc ça peut être réjouissant pour tous les patrons qui nous écoutent ou qui ont des commerciaux à charge, à se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période Covid-19. Je ne sais pas si moi je peux activer la page. Jean-Michel? Hop là. Pardon. Voilà. Juste pour vous dire 2 mots sur ma personne. Je suis de formation architecte, ce qui n'est pas banal pour être dans la vente. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis où j'ai eu la chance de rencontrer Nike à une période où ils étaient au début. Il y avait 37 personnes qui existaient chez Nike, que j'ai importé en Suisse et que j'ai vendu pendant 28 ans en distribution jusqu'à ce que Nike, et comme vous voyez, d'autres produits, Oakley, Lange, Dynastar sont devenus été repris par les marques elles-mêmes. J'ai piloté jusqu'à 20 commerciaux et en 2006, lorsque la distribution les marques ont repris leur part de distribution, j'avais le choix entre devenir un bureaucrate glorifié ou bien d'être toujours actif sur le terrain. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Cell Generator, avec qui je suis partenaire depuis 2017. Et je travaille en ce moment avec plus de 180 entreprises en Suisse romande où on met en place justement un processus pour être vraiment actif. Si on peut aller plus loin, Jean-Michel? tu n'arrives pas à le faire? Essaye. J'essaye. Ok, je m'en occupe. Voilà. Ouais, on peut sauter cette page-là. Et pour pouvoir vous montrer maintenant concrètement ce qu'on peut faire pendant cette période coronavirus, certains points, je vais rejoindre Jean de Wolf, mais j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que votre entreprise a besoin d'acquérir de nouveaux clients? Si vous vous dites oui, faites un vu dans votre tête. Est-ce qu'il existe des clients avec lesquels vous pourriez faire nettement plus de chiffre d'affaires? Si vous dites oui, vous faites aussi un vu. Et puis, vous avez peut-être, parmi ceux qui m'écoutent, des anciens clients dont vous dites « Ah, ça serait quand même le moment de les récupérer ou on devrait re-rentrer en contact. » Si c'est le cas, vous faites aussi un vu. Jean, tu peux aller un plus loin. Merci. Maintenant, pour ma part, chaque entreprise que je rencontre, elle va tous me dire « Oui, mais nous, on fait déjà ce que vous faites. Et puis, mes commerciaux travaillent déjà de cette manière. » Et la question pour vous, ben, elle est assez claire. Mais qu'est-ce qui les empêche de produire plus alors qu'ils le font déjà? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une disparité entre la réalité de ce que fait un commercial, et vous allez voir le lien tout de suite avec le coronavirus. La plupart des commerciaux, parce qu'ils sont bons, ont acquis un large portefeuille de clients. Et aujourd'hui, si on mesure la chose, à peu près, ils passent 90% de temps sur des clients acquis et ont perdu un peu les réflexes de prospection. Avec Sales Generator, on leur apporte un processus qui leur permet de pouvoir prospecter rapidement. Je vous en montrerai une ou 2 options qui est justement sur ce côté pratico-pratique.
où on doit consacrer que 15 à 20 minutes par jour suffit. La bonne nouvelle, c'est que dans la vente, il n'existe aucune formule magique. Tout le monde doit franchir ces étapes. Alors, je vais juste vous expliquer 2-3 éléments que je rencontre dans chaque entreprise avec lesquelles je travaille. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle le réservoir, c'est une liste de cibles. Certains en ont dans les CRM, certains en ont déjà identifié quelques-uns. Mais on voit en général ce réservoir, il est plutôt faible que plutôt trop grand. Jean avait aussi parlé de qualifier les cibles. À ce stade, c'est aussi intéressant de savoir est-ce que cette cible, elle sera valable pour moi? Est-ce que les produits que je vends ou les prestations de services que je donne, je suis en phase avec l'entreprise? Et fort est de constater que souvent, on attaque des cibles qui n'en sont pas vraiment les bonnes cibles. Ensuite, ça dépend avec qui on va prendre rendez-vous. Comme Jean-Michel Stauffer a parlé de produits de haute technologie ou technologiques, c'est clair, on peut passer par des influenceurs qui peuvent nous donner certaines informations si on va être en phase, mais il faut aussi prendre en considération de faire des rendez-vous avec les décideurs. Et ensuite, c'est toute la tactique, comment on mène le premier entretien. Je vous montrerai une ou deux choses. Comment on va sur un prochain pas et on fait une conclusion. Je vous ai mis juste à côté, si vous voyez à côté, c'est en fait toutes les pistes que l'on a identifiées au fil des années où on peut aller chercher des nouvelles cibles. Jean-Michel, voilà. Ici, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail. Ça paraît long et fastidieux, c'est juste pour vous montrer que finalement, dans la qualification, on cherche de l'efficacité. Dans les rendez-vous, on cherche la performance. Et nous avons des scripts où je peux vous dire, parce qu'on quantifie, et dans la réalité, on le voit, lorsqu'on a 10 décideurs en ligne, nous arrivons à obtenir 8 rendez-vous. Mais vraiment avec des décideurs, ceux qui peuvent dire oui financièrement. Et dans les premiers entretiens, on va mener l'entretien, on va lui poser des questions qui le fait réfléchir. Il réfléchit, est-ce que ce que je pourrais lui proposer est en phase avec ce qu'il a besoin dans son entreprise? S'il n'y a pas de besoin, il est clair que vous n'allez jamais rien vendre. Et ensuite, oui, merci, tu peux me laisser là. Là, vous voyez un des aspects de la quantification dans la pratique. Sur le premier tableau, après 3 semaines, on peut déjà voir, parmi la pyramide, comment évolue, soit par représentant, soit par département, comment se passe l'évolution des ventes. Et ce que l'on constate dans toutes les entreprises, si vous regardez la ligne verte, c'est quand les commerciaux ont fait des offres, et puis qu'on regarde la proportion entre les offres et les conclusions, c'est entre O et C. On voit des chiffres qui sont faibles et cette ligne verte, c'est quand on leur pose la question, mais si tu as fait autant d'offres, pourquoi elles ne sont pas encore dedans? Et c'est là qu'ils sont prisonniers de l'espoir. Vous les voyez me dire, ah mais M. Steinman, écoutez, peut-être qu'ils vont rentrer. Et ça, c'est une des grandes difficultés dans beaucoup d'états d'esprit de représentants. Lorsqu'ils ont fait une offre, ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, que le travail est fini. Il faut attendre maintenant que la décision se prenne. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la vente. On peut piloter les choses. Et vous voyez sur le deuxième tableau, c'est les résultats qui progressent. Après 3 mois, on voit une évolution entre les offres faites. Après, il y a différents paramètres qui nous permettent de quantifier est-ce que le rythme de rendez-vous est suffisant, est-ce que le rapport entre les entretiens et les prochains pas est juste, ou bien est-ce que j'ai trop d'offres en suspens. Jean-Michel, si tu peux aller un peu plus loin. Maintenant, bloqué dans la situation, et j'ai plus d'une vingtaine d'entreprises avec lesquelles je travaille sur ce sujet en ce moment. Bloqué en home office, ce n'est pas une situation facile pour les commerciaux.
chaque commercial doit surmonter ses a priori. C'est moi, je ne peux pas téléphoner, on ne peut pas déranger les gens, ce n'est pas le bon moment. Certains pensent qu'on ne peut plus prospecter, d'autres se font rejeter carrément au téléphone parce qu'ils n'ont pas des bons scripts. En plus, comment vendre alors que beaucoup de sociétés sont à l'arrêt? Mais on peut faire d'autres choses. Et par-dessus, le commercial est seul avec ses doutes et il a peu de soutien. Il a franchement peu de soutien pour se dire mais comment je fais, et terriblement seul en home office. Aujourd'hui, tout le monde est absorbé par cette situation. Mais pour beaucoup de patrons, c'est quel est vraiment beaucoup de patrons me disent mais qu'est-ce que font mes commerciaux en home office à la maison? Je n'ai pas une vue claire et nette. J'entends beaucoup d'excuses, des objections. Ils ne savent pas comment lever les objections, comment utiliser ce temps de manière productive. Et là, je rejoins complètement Jean de Wolf. Ce n'est pas le moment d'aller faire des ventes, mais c'est le moment de préparer l'après-coronavirus. Et comment on peut utiliser ce temps pour augmenter son efficacité par la suite? Si tu passes un plus loin, Jean-Michel. Voilà, c'est des pistes que l'on a mis maintenant en pratique depuis une quinzaine de jours dans différentes entreprises. Nous téléphonons directement avec les scripts qui fonctionnent. La première chose, c'est la préparation à la relance. Je peux toujours qualifier un tas de cibles pour être prêt à en avoir un maximum lorsque les choses repartent. Ce que je veux vraiment savoir quand je fais une qualification sur ces cibles que je peux faire en home office, c'est quel est le nom du vrai décideur? Est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires? Quel jeu jouent les influenceurs? Ça, je peux me renseigner. Et pour répondre, je crois que c'était à la question de Florent tout à l'heure, moi, j'arrive quasiment à 8, 9 sur 10 à avoir les numéros de portable, de téléphone. Et si on n'est pas trop inquisiteur, on peut, avec les scripts qu'on a, obtenir ces informations. Ça prend qu'1 minute 30. Ensuite, nous avons des entreprises qui, juste avant la crise du coronavirus, avaient plus que 200, 300 offres. Et c'est un bon moment pour faire tout un travail téléphonique en home office. Est-ce que l'offre est toujours en cours? L'offre, elle va être repoussée, avoir à peu près une date pour quand, ou bien quelles offres sont annulées? Ça permet aussi, pour chaque entreprise, de se dire quels vont être les besoins en matériaux, combien je vais pouvoir livrer, qu'est-ce qui va me rester de ce panier d'offres en cours. Vous allez aussi probablement découvrir par là qu'il y a des offres parfois alibi. Et puis, le troisième volet qu'on peut travailler en home office, c'est reconstruire des relations d'affaires sur des clients qui avaient une fois commandé dans la société ou qui étaient dans le passé. C'est de revoir, est-ce que j'ai les bonnes personnes avec qui ils font des affaires, et je dirais s'informer à ce stade-là. Voilà, Jean. Voilà. Pardon. Ici, vous avez un exemple. Jean-Michel Stauffer m'avait justement demandé de vous montrer un des aspects que l'on utilise. Si vous voulez, moi, quand j'appelle une société où j'aimerais avoir des informations, je vais dire bonjour, Yves Steinman à l'appareil. J'espère que vous pourrez m'aider. Il s'agit de la chose suivante. En cette période coronavirus où la plupart des personnes font du home office, nous profitons de mettre à jour notre base de données. Et comme on fait tous les 2 ans, on envoie des informations à la direction générale. Je voulais savoir si vous étiez toujours à cette rue, etc. On me donne les informations à ce stade-là. Et puis, je demande actuellement qui est le patron ou le directeur général. Est-ce qu'il a un supérieur ou pas? Et je vais aussi poser la question, est-ce que monsieur, ça pourrait être monsieur De Wolf, fait du home office en ce moment? Si on me répond souvent oui, il fait du home office. Et puis je dis, si nous avons un sujet stratégique qui pourrait tranquillement étudier chez lui, est-ce que nous pourrions le joindre? Comment?
soit on me donne le Natel, ou on m'indique un Skype ou un email. Et puis après, je peux encore poser une ou deux questions sur le sujet qui peut être un sujet métier, à savoir, par exemple, si c'était dans l'informatique ou ça, c'est de savoir est-ce que les équipements sont plus ou moins neufs ou vieux. Et ça. Puis après, j'ai un autre script pour prendre un rendez-vous. Je passe un plus loin. Maintenant, si vous voyez avec ce que je vous dis, des portes qui pourraient s'ouvrir, moi, j'aimerais avec vous proposer quelque chose, c'est de faire un prochain pas. Et justement, cette période de Covid, je vous offre 10 ou 30 minutes où on peut individuellement parler via Skype. Comme ça, on peut approfondir un peu les problématiques que vous avez et vous allez voir qu'il y aura deux solutions possibles. Soit vous vous dites non, ce que Yves Steinman fait ou le travail n'est pas approprié pour mon entreprise, puis là, à ce moment-là, on est obligé de se dire au revoir. Ou bien vous vous dites, tiens, ça peut faire du sens et puis il faut investiguer un pas plus loin et aussi savoir est-ce que vous aurez un bon retour sur investissement par rapport au temps. Et c'est simplement de faire un prochain pas. Voilà, ici, vous aurez mes coordonnées sur le mail. Et puis, je vous dis merci. Je suis ouvert maintenant pour les questions. Excellent. Eh bien, écoutez, voilà, on n'a pas eu de questions directement écrites pendant cette présentation. On a toujours 43 spectateurs, donc les gens sont là, oui, oui. On a deux possibilités maintenant, c'est soit de lever la main, soit de poser une question écrite. Et j'avais Aurélien qui qui avait une question. Alors j'essaye de le nommer comme orateur s'il est toujours là. Et est-ce qu'Aurélien, tu as toujours une question ou est-ce que cette question a été répondue entre-temps? Et le voilà. Michel, Salut. ça fait rire, j'ai pas posé de questions, mais Ah, j'interviens alors tu avais levé la volontiers. main. Bon, c'est pas grave alors. Oui. Bon, pas de Non, question. simplement, volontiers, peut-être une question par rapport aux dernière personne qui s'est prononcée, qui a parlé. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai trouvé un peu étrange en fait de formuler des scripts et puis d'adresser à des clients qui seraient de l'ordre justement des business qui sont déjà aussi assez à l'aise et qui connaissent très bien en fait leur marché, qui connaissent très bien leurs outils. Et du coup, je pense que les scripts doivent se personnaliser de fois en fois. Mais quel est votre retour finalement? Est-ce que c'est efficace pour les premiers appels ou est-ce que ça s'adresse peut-être plus à une plus large population en petits customers, mais pas vraiment des business? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Steinman? Alors, moi, je peux répondre à ça vu que si j'ai fait le calcul à peu près, je m'adresse environ à 1000 commerciaux actuellement. Et ce qui est terrible, c'est que les gens ont une peine énorme à maîtriser un script basique où il est absolument important de maîtriser ce que l'on dit. Et souvent, vous avez des commerciaux, ils se parlent à eux-mêmes et ils ne parlent pas à la personne avec qui ils vont. C'est pour ça que la base d'un script, après, c'est clair, vous avez complètement raison, un script, il se personnalise en fonction de sa personnalité, des mots que l'on utilise, du produit ou du service que l'on vend. Mais il faut absolument maîtriser ça. C'est ça qui vous fait, c'est parce qu'on quantifie justement dans le pratique, on quantifie ce qu'on fait, qu'on a des résultats, vraiment ça fonctionne ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau des informations qu'on cherche en entreprise, on obtient entre 95 et 98% des informations, et puis en rendez-vous, on obtient 80% de rendez-vous. Voilà, ça c'est le côté pratique. Okay. Oui. Merci. En tout cas, moi, je retiens l'importance en tout cas de bien lister tout ce qu'on souhaite obtenir, tout ce qu'on souhaite rechercher pour ne pas les manquer finalement lors de l'appel et d'avoir finalement à la fin de l'appel aussi et surtout ne pas mettre de pression sur les gens. On n'a besoin de mettre aucune pression. Moi, j'ai eu des très bons retours ces dernières semaines lorsqu'on appelait des clients, disons aussi de partager, disons voilà,
simplement, comme le disait Jean de Wolf, faisant la peine qu'ils ont, l'activité intense, comment est-ce qu'ils sont affectés chez eux. Moi, il y a des questions finalement d'hôpitaux à qui je m'adresse, donc ils sont vraiment oui. tous adressés par la situation. Et puis, c'était difficile de pas intervenir comme un opportuniste qui puisse être mal perçu finalement. Vous avez complètement juste. Voilà, mais pour moi, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci. Écoute, je te renomme. Je vais. Voilà. Tu me dégrades, quoi. Je te dégrade, voilà. Exact. Je vais voir comment je fais ça. Mais en tout cas, merci. On avait une question supplémentaire. Je ne sais pas si j'arrive à activer Monsieur Biro. Oui. Voilà. Vous m'entendez? Bonjour. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci à tous c'est très intéressant. J'aurais une petite question technique, peut-être à Monsieur De Wolf. Lors de votre présentation, vous avez bien spécifié, et ça m'a marqué, qu'il n'était pas opportun en ce moment d'essayer de conclure, on va dire, d'aller trop loin dans un processus de vente, et on risquerait de faire plus de mal que de bien. Est-ce que vous pourriez développer on pourrait faire plus de mal? Plus de mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous réussi avec les gens avec qui on parle à créer un début de relationnel. C'est-à-dire, si jamais on a téléphoné une fois, échangé quelques messages, rencontré quelqu'un, il s'est créé un minimum de confiance et un minimum de sentiment qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et c'est ça qu'il faut protéger à l'heure actuelle. Et c'est ça qu'il ne faut pas en fait détruire. Le mal, il n'est pas dans la perception de ce qu'on offre, il est dans la perception négative qu'on peut avoir de nous en tant qu'humains. D'accord. Pourtant, pour conclure une vente. D'accord. Donc, je crois que moi, l'image que j'ai, c'est toujours, quand je démarre avec un client, je dois toujours aller le voir 2, 3, 4 fois. J'ai toujours vendu des biens d'investissement qui étaient chers, compliqués. J'ai dû rencontrer plusieurs personnes. J'ai dû me faire accepter par ces gens-là en tant que personne crédible. Mais quand j'avais vendu 3, 4 fois le même produit au même groupe, à la fin, ils m'envoyaient, à l'époque, c'était un fax, un scan ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, la confiance, elle était là. Ouais. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on essaie de protéger ici, c'est le degré de confiance auquel on est arrivé avec quelqu'un, avec un individu. Oui, je comprends tout à fait. Ouais, c'est clair. J'ai des exemples d'applications précis dans ma tête. Merci. D'accord. Excellent. Ouais, Roselyne. On a une autre. Vous m'entendez? Oui. On a une autre question de Pierre-Jean. Est-il légitime de maintenir des objectifs de vente à ses équipes en période de crise? Je ne sais pas qui d'entre vous veut y répondre. Et Yves, il va répondre. Oui, je peux répondre. Non, je crois aussi que c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste de forcer une équipe alors que vous avez énormément d'entreprises. Vous connaissez pas la situation de chacun de vos clients. Est-ce qu'il est en arrêt? Est-ce qu'il a besoin de matériaux? Pourquoi le forcer à faire quelque chose? Il faut vraiment aller chercher, se renseigner. Et je reprends aussi ce que dit Jean de Wolf. Je crois le contact que l'on a, on est obligé de le soigner, mais surtout pas forcer les équipes de vente. Voilà, c'est mon avis. J'abonde dans le sens de Yves et je rajouterais peut-être que, en fait, c'est peut-être l'occasion pendant cette phase-là de dire, bon, on suspend l'objectif de vente sous forme d'atteinte de chiffre d'affaires, mais on le remplace peut-être par un objectif qualitatif de la relation, c'est-à-dire un vendeur qui a 200 clients historiques, ben peut-être que son objectif pendant cette phase-là, ça va être d'entretenir le contact avec ces 200 personnes et puis d'essayer de garder ce niveau de confiance, ce relationnel, etc. élevé et ne plus avoir strictement un objectif de chiffrer le nombre de commandes ou de chiffre d'affaires. Oui, ça peut paraître assez terrible parce que pour un patron, il se dirait si pendant un mois ou deux, j'ai plus de rentrée financière,
où est-ce que je vais me retrouver. Mais je pense avec le contact, les besoins dès qu'on aura la reprise, j'ai déjà plusieurs entreprises qui me disent, mais dès qu'il y a la reprise, nous, on n'a soit plus de métal, on n'a plus de bois, on n'a plus de produits. Ils sont en manque complet, donc il va y avoir un boom d'un côté. Et je pense que si on est dans les bons papiers, qu'on sait qu'on a maintenu des bons rapports, tout ça va reprendre. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. J'ai un témoignage de ce côté-là. J'ai vécu en 2001, à l'époque du 11 septembre, j'avais une société dans laquelle j'étais associé qui était à Dubaï. Alors vous me direz 11 septembre, New York, Dubaï, quelle est la relation? Bon, dès le 12 septembre, les analystes disaient en gros, les Américains vont attaquer l'Iran et puis l'Iran va se venger sur les Émirats arabes unis. Donc en gros, vendre quelque chose à Dubaï à partir du 12 septembre était très compliqué. On ne vendait plus un tapis de souris. Pendant 6 mois, on n'a rien vendu. On avait les stocks pleins, on avait des piles de commandes et les gens nous disaient différer. Mais 2002 a été l'année historique. C'est-à-dire que 2001 a été pourri, mais 2002, on a fait une double année. Donc, quelque part, ce n'était pas perdu. C'était simplement différé. Mais il fallait tenir. Il fallait être là. Il fallait… Excellent. On est toujours ouvert s'il y a des questions. A priori, on a encore 40 personnes qui nous suivent. Pas de questions, pas de besoin. Je profite. Voilà, quelqu'un qui… Qu'est-ce qui se passe? Si, on en a une là qui est apparue. Alors, les solutions de prospection et de maintien du contact via LinkedIn sont trop souvent sous-exploitées. Et il est vrai que la discussion est beaucoup plus libérée sur ce type de plateforme que par mail, via nos mails professionnels. Merci en tout cas de l'avoir souligné. Et pourquoi pas impulser les formations ou recommandations sur l'utilisation de ces plateformes, LinkedIn, Xing, Viadeo, etc., aux commerciaux et chefs d'entreprise. C'est juste, mais si tout le monde se met à les utiliser de façon extensive, ces solutions, ça va devenir aussi intrusif que le mail et on aura le même problème, c'est qu'elles seront quelque part discréditées. Elles sont pour l'instant très intéressantes parce que peu utilisées et utilisées à très bon escient. Il n'y a personne qui spamme utilisant ces solutions-là. Donc, j'abonde dans ce sens-là, mais il faut vraiment faire attention de ne pas les discréditer. Et puis, on a une nouvelle question de Aurélien Fauquet. Est-ce que quelqu'un a réussi à mettre en place des démonstrations de produits à distance? Si oui, quelques conseils. Alors, personnellement. Personnellement pas. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance a une réponse ou une proposition. Moi, je travaille avec 2 sociétés qui sont justement dans tout ce qui est le film, vidéo, qui profitent en ce moment de faire pour peu de frais des petits films pour justement de l'assistance produit, pour des explications sur les produits. C'est intéressant dans une période où les gens justement ne peuvent pas assister à une démonstration pratique, c'est de faire des films rapides et puis de pouvoir ainsi véhiculer les informations. Donc ça, c'est les remontées que j'ai de 2 sociétés. On a aussi vu certaines entreprises qui essayent de mettre en place carrément des expos virtuels où chaque entreprise peut avoir un stand et dans son stand, on peut présenter les produits, comme le dit Yves, soit sous forme de film, soit sous forme d'images, de dessins. On peut rentrer en contact avec les vendeurs, mais tout ça de façon virtuelle sans voyager. Donc, ça existait déjà un petit peu il y a quelques années. Ça prend un petit peu de l'essor. Ce n'est pas toujours évident encore à utiliser, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Donc, ce lien digital se démocratise et va se développer davantage certainement. Voilà. Ben, écoutez, je profite… Jean-Mi, on a une dernière question. Excuse-moi. Ouais, vas-y. De Georges Muller. On a réussi à vendre notre tout premier produit aux États-Unis sans démo ni training sur place. Le produit est un équipement de labo.
Bon, c'est plus un témoignage qu'une question. Je ne sais pas si… Bon témoignage par rapport à cette idée de est-ce qu'il faut une démo, etc. Mais si le besoin est là, et tout à coup le besoin devient urgent, évidemment qu'il y a des choses qui se font beaucoup plus vite. Hein. J'administre Il complète en disant, en faisant tout par Skype avec des vidéos. C'est parfait. Excellent. Ça correspond Donc, à ce oui, je te laisse finir, Jean. Exactement. Oui. Ouais, ce que je voulais dire, j'administre quelques sociétés qui sont dans des software as a service en ligne et ce genre de choses. Eux, pour du B2B, hein, tout à coup, ils ont des clients qui ont beaucoup plus de temps. Et c'est ces clients qui sont demandeurs et qui effectivement acceptent que le processus de vente soit un peu dégradé. Et ces entreprises vendent très très bien à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas elles qui poussent à la vente. C'est le client qui tire. Ouais. OK. Eh bien, écoutez, je reviens juste sur la présentation déjà pour profiter de remercier Jean et Yves pour leur animation et leur présentation et leur contribution. Donc, vous recevrez tous les gens qui s'étaient inscrits à cet événement et la majorité a participé. On vous enverra un lien vers la présentation en forme PDF où vous aurez les liens, les coordonnées de chacun. Et puis, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. On va répéter l'exercice avec Pierre-Jean Vips, mon collègue, qui m'a aussi communiqué. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps en dernière minute de les introduire ici, la liste complète, mais de telles thématiques ponctuelles comme ça, on va en traiter d'autres. Donc, on a parlé aujourd'hui, ou commencé d'aborder cette notion de… Lorsqu'il y aura la reprise, il faudra de la matière, il faudra des pièces détachées, il faudra finalement, c'est tout un problème de logistique qui doit également être anticipé. Et quelles sont les possibilités, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour être sûr que demain, après-demain, on puisse redémarrer notre production. Pierre-Jean avait aussi proposé la smart réduction des coûts en période de crise. Donc, comment contrôler ces coûts de façon intelligente en faisant des analyses de nos structures de coûts. Donc, vous serez informés. On va organiser de telles rencontres, peut-être une chaque semaine si on y arrive, une toutes les 2 semaines. Et voilà. Et donc, en ce qui me concerne, je vous conseille de rester connectés et de rester informés. Vous avez accès à tous nos sites et à tous nos outils de communication. Et si vous avez des questions, des besoins particuliers, contactez-nous, on est à disposition. Et en tout cas, pour le moment, moi, je vous remercie d'avoir participé à cet événement. Je remercie les intervenants, Roselyne, également Caroline pour votre aide. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci Jean-Michel, merci à tous. Bye bye.